Protégez-vous la souveraineté quand vous signez à tour de bras des accords de libre-échange? Protégez-vous les femmes quand vous soutenez une anti-IVG à la tête du Parlement européen? Voyez-vous, Monsieur le Président de la République, il ne suffit pas d'inscrire le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux. Encore faut-il le défendre et accepter son prolongement de sa durée quand il est discuté en France, ou encore ne pas pactiser avec les États comme la Pologne qui détruisent ce droit fondamental à disposer de notre corps. Protégez-vous la planète quand vous alliez à l'extrême droite d'Orban pour défendre le gaz et le nucléaire. Voyez-vous, là aussi, il ne suffit pas d'inscrire l'environnement dans la Charte des droits fondamentaux quand vous êtes condamné pour inaction climatique en France ou quand vous enterrez les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Protégez-vous la justice fiscale quand vous servez la soupe au MEDEF sur l'évasion fiscale. Protégez-vous enfin l'état de droit et la démocratie dont vous avez beaucoup parlé ce matin quand vous pactisez avec Orban, c'était le lieu de votre première visite en tant que président de la République et avec cette présidence de l'Union européenne, et quand vous mutilez les gilets jaunes. Voyez-vous, Monsieur le Président de la République, ce que vous protégez, ce ne sont certainement pas les gens dans la galère, mais bien les multinationales et les milliardaires. Alors, vous annoncez en grande pompe, on l'a vu au moment de la présentation de la présidence française, un slogan « Relance, puissance, appartenance ». Mais en réalité, votre bilan européen n'est qu'arrogance, impuissance et manigance. Sur le fond, vous êtes le champion des compromissions et des doubles discours. Mais sur la forme, vous n'avez cessé d'être le président du mépris. Mépris envers la protection sociale qui coûte selon vous un pognon de dingue. Mépris envers les précaires qui ne sont rien. Mépris envers les chômeurs qui n'ont qu'à traverser la rue pour trouver du travail. Mépris envers les fainéants, les illettrés, les Gaulois réfractaires. Et un mépris qui s'exprime aujourd'hui encore envers vos partenaires européens, envers nous, députés européens, quand vous choisissez de maintenir la présidence française de l'Union européenne en pleine campagne électorale. Oui, Monsieur le Président, vous êtes le président du mépris, mais au moins vous l'assumez. Et comme vous l'avez résumé, le peuple, vous l'emmerdez. La presse s'est d'ailleurs arraché les cheveux pour vous traduire. Ils ont bien fait car cette insulte, vous pouvez l'adresser dans toutes les langues aux peuples européens. L'égalité femmes-hommes, vete al cuerno. La justice sociale, scegli of si. Le climat, facciamolo incansare. Nos droits fondamentaux, peace off. Mais reconnaissons-le, il y a des gens que vous n'emmerdez pas. Par exemple, vos amis les milliardaires dont la fortune a doublé pendant votre quinquennat. Voilà ce qui résume l'essence de votre politique, Monsieur le Président. Aux travailleurs, aux précaires, aux activistes, les insultes et les coups. Aux profiteurs et aux pollueurs, les cadeaux et les mots doux. Chers collègues, ne soyez pas dupes, vous avez en face de vous Docteur Emmanuel qui a fait beaucoup de promesses aujourd'hui, je dois le reconnaître, mais vous avez aussi un Mister Macron qui est en réalité celui qui casse nos droits sociaux, réprime les mobilisations et n'a rien à faire de l'urgence climatique. Alors comment voulez-vous croire que vous ferez en Europe le contraire de ce que vous avez fait en France? La présidence française ne devrait pas être un marchepied électoral. C'est une occasion historique de rebattre les cartes du jeu. Par un acte fondateur, d'abord, faire primer la santé sur les profits en levant les brevets des vaccins contre le Covid, à laquelle, Monsieur le Président, vous êtes systématiquement opposé. Alors, la charité dont vous parlez encore aujourd'hui, elle n'a que de sens quand des millions de gens à travers le monde n'ont pas accès aux vaccins, parce que notre pays, la France, mais aussi la Commission européenne, n'a pas respecté le vote de ce Parlement européen pour défendre la levée des brevets sur les vaccins. Par une priorité ensuite, Monsieur le Président, empêcher que se réinstalle le carcan de l'austérité budgétaire mise en sourdine pendant cette crise. Dans votre monde lointain, ce sont peut-être que des lignes comptables, mais dans notre monde réel, ce sont des gens, des aides sociales pour manger, des services publics pour apprendre ou se soigner. Les Français l'ont déjà dit en 2005 lors du référendum, on n'en veut plus de ces règles, car soyons lucides. Si on veut demain renationaliser le fret, interdire les pesticides, développer des cantines bio ou locales, sanctionner les paradis fiscaux européens, il faudra assumer de se confronter aux règles européennes qui nous en empêchent. Et je conclus là-dessus. La France est un pays fondateur, la deuxième économie de l'Union européenne. Elle a les moyens et le devoir d'imposer un principe, la non-régression sociale et écologique, pour que plus jamais une norme européenne ne vienne amoindrir nos droits ou ralentir la lutte contre le dérèglement climatique.
Alors citer le général de Gaulle est à la mode dans ces temps de campagne. Alors pour reprendre ces mots, c'est avoir une certaine idée de la France que d'oser, ou même l'audace dont vous parlez, Monsieur le Président de la République, oser montrer la voie, oser incarner la résistance aux dogmes austéritaires et autoritaires. L'histoire jugera l'occasion manquée de votre présidence française de l'Union européenne, sacrifiée sur l'autel de votre ambition personnelle. Mais après l'élection présidentielle, il restera 2 mois pour agir à l'auteur de l'urgence et renverser la table. Par la volonté populaire, avec vous, en avril, nous assumons nos responsabilités, Monsieur le Président de la République. Merci, Madame Aubry. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'un débat national. Nous sommes en train de discuter des priorités de la présidence française et notre institution doit être respectée. Madame Béguin, pour 1 minute. Grazie, Presidente. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Président Macron, nous comptons beaucoup sur votre semestre de présidence. Sur beaucoup de sujets, nous avons une vision commune et je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'Europe sorte de l'immobilisme, qu'elle sorte de l'égoïsme, qu'elle sorte de cette double pandémie qui conditionne la vie de nos citoyens, pandémie sanitaire et pandémie énergétique. Vous avez cité 3 priorités aujourd'hui sur lesquelles je voudrais revenir. Le salaire minimum, il y a eu un vote du Parlement européen, des négociations sont en cours avec le Conseil. Nous avons besoin d'un accord ambitieux pour augmenter les salaires des Européens, pour lutter contre les délocalisations, contre le dumping salarial, contre la concurrence déloyale entre les entreprises. Deuxième élément, la réforme du pacte de stabilité et de croissance. La pandémie a renvoyé aux oubliettes l'austérité. Espérons que ce soit pour toujours, qu'il y ait des investissements verts et sociaux exclus des bilans du futur. Troisièmement, transition écologique et énergétique. Il n'y a plus de temps à perdre. Transport, énergie, finances, tout le monde doit contribuer pour sauver la planète face au changement climatique catastrophique. Les 6 mois prochains seront déterminants. Vous avez, Monsieur le Président, une grande responsabilité, être courageux, être ambitieux et pas seulement dans les mots. Je redonne la parole au président Macron. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais tâcher de revenir sur les principaux points qui ont été soulevés. Merci beaucoup au président Weber pour son appel à l'action que je partage. D'abord, je voudrais commencer par vous remercier pour l'engagement collectif dans la lutte contre le cancer. Vous l'avez rappelé, il y a la volonté de poursuivre et de renforcer cette stratégie. Je sais combien le Parlement européen y est attaché et combien d'ailleurs plusieurs initiatives ont été prises. Nous aurons plusieurs sessions de travail très concrètes en la matière durant ce semestre, autour, de manière non exclusive, mais principalement de 3 axes, les sujets de prévention, les sujets de cancer pédiatrique et de conciliation cancer et emploi. Mais je voulais vous remercier puisque vous aviez évoqué ce sujet si important. Vous avez évoqué la souveraineté européenne, Président. Je veux d'abord défendre ce qui a été fait ces dernières années, par nous tous, de manière très rapide. En matière de défense, nous avons avancé beaucoup plus que nous ne l'avions fait durant les dernières décennies, avec le Fonds européen de défense, avec une stratégie commune, avec aussi des choix technologiques communs, avec des projets collectifs. Je pourrais revenir si d'aucuns le souhaitent ici, mais beaucoup de choses ont été faites. En matière aussi technologique, grâce d'ailleurs à certains de vos votes, à l'agenda qui est en train de se parachever, aux propositions de la Commission européenne, nous sommes en train à nouveau de rebâtir un agenda de souveraineté technologique, là où l'Europe s'était souvent pensée comme uniquement un marché. Et ce changement de logiciel est très important. Il faut que le marché ait une concurrence pure et parfaite pour éviter les dysfonctionnements et que les géants viennent bousculer notre souveraineté, c'est ce qui est fait aussi par la Commission, mais il faut qu'on ait une stratégie en matière d'offres cohérente, c'est ce qui est en train d'être fait. Et je dirais que la meilleure démonstration que la souveraineté n'a pas été qu'un vain mot fut la période du Covid. Grâce à l'action collective, nous avons acheté des vaccins comme aucun de nos États n'aurait pu le faire. Et je le dis avec beaucoup de modestie, je l'ai d'ailleurs assumé devant le peuple français. Je n'aurais pas pu, le gouvernement n'aurait pas pu organiser une stratégie de vaccination en France si nous n'avions pas eu l'Europe. C'est l'élément même de la souveraineté. Nous avons acheté, puis nous avons produit,
Nous avons exporté et nous pouvons donner. Ça, c'est la souveraineté. Donc il y a beaucoup d'éléments très concrets d'une politique de souveraineté. Je ne suis pas pour que nous nous flagellions. Et puis, peut-être dernier point en matière économique et financière, nous avons eu une politique souveraine. La Banque centrale européenne a décidé très vite, une politique financière très volontariste, et nous avons bâti à partir de juillet, et un travail durant tout l'été et l'automne considérable du Parlement, un plan de relance européen qui est l'élément même d'une souveraineté. Parce que nous avons décidé de construire des choix macroéconomiques et d'investissement pour résister à la crise et relancer. Donc pour toutes ces raisons, je pense que on a beaucoup agi, mais il faut continuer, et je partage votre volonté d'aller plus loin. Vous avez évoqué la Russie, Président. Je l'ai dit, je suis parfaitement d'accord, je pense qu'il nous faut agir. Je le pense d'autant plus que, comme vous le savez, la France a initié le retour à un dialogue actif et exigeant avec un travail. Et qu'ensuite, avec la chancelière Merkel, nous avons, il y a quelques mois, poussé pour le retour d'un dialogue européen avec la Russie. Nous n'avons pas été suivis par nos collègues. Je le regrette. On va remettre justement ce travail en œuvre, parce qu'il est très difficile d'avoir une politique de souveraineté à l'égard de la Russie si on décide de ne pas parler à la Russie. Nous avons une politique de sanctions qui prévaut depuis 2014, mais ça ne suffit pas. On doit avoir un agenda complet, et j'ai essayé de le décrire à travers cette initiative que je propose, qui est de bâtir justement ce nouvel ordre de sécurité et de stabilité. Ensuite, je le dis avec beaucoup de force, il nous faut bâtir les conditions de la souveraineté, c'est-à-dire l'indépendance accrue vis-à-vis de la Russie. Quand je regarde nos importations en termes de pétrole et de gaz, nous ne sommes pas indépendants vis-à-vis de la Russie. Alors nous ne deviendrons pas du jour au lendemain. Je ne pense pas qu'il faille couper tous les liens. Au contraire, nous avons beaucoup de liens avec la Russie. Mais si nous voulons peser, nous ne devons jamais être dans une situation de vulnérabilité. Et c'est aussi un débat que nous devons conduire à la lumière de ce sujet, et il est clair ô combien les stratégies climatiques, j'y reviendrai. Mais je partage et je pense donc que la solution pour moi à cet égard, dans les prochaines semaines, c'est de faire une proposition européenne concrète. Sur l'état de droit et les valeurs, je partage tout à fait ce que vous avez dit. D'abord, je distinguais juste très rapidement les sujets. Il y a le régime général de conditionnalité. Plusieurs d'entre vous l'ont rappelé, mesdames les présidentes également, et monsieur le président. Celui-ci, le Parlement européen s'est beaucoup battu, et à juste titre. Il viendra protéger le budget de l'Union contre les violations de l'état de droit portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Pour l'heure, nous sommes, comme vous le savez, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice sur ce règlement qui, s'il est validé, nous le savons, devra être pleinement appliqué par la Commission. Et la Commission, d'ailleurs, a posé tous les jalons sur ce sujet grâce à ce qui a été ici proposé, discuté, voté. Ensuite, il y a les procédures fondées sur l'article 7 du traité. Et là, la procédure se poursuit grâce au point de situation aux auditions organisées par les présidences successives du Conseil. Nous en aurons une en février pour la Pologne et en mars pour la Hongrie. Et donc, je souhaite que sur ces sujets, nous puissions avancer comme vous. Je considère que ça va trop lentement. Mais je pense que notre intérêt est d'essayer de convaincre et de faire modifier, comme d'ailleurs ce à quoi la Commission européenne s'est attachée ces dernières semaines, tout particulièrement avec la Pologne, parce que je ne crois pas que la réponse au sujet de l'état de droit soit le rétrécissement de l'Europe et, au fond, l'acceptation que certains pays puissent quitter l'aventure commune simplement parce qu'ils ne respecteraient pas les règles. Et donc, c'est ce levier qui prend parfois plus de temps. Mais comme vous, je considère que les choses sont trop lentes à cet égard. Il nous faut donc avoir des mesures sans doute plus fortes parfois, dans le cadre de nos réformes. Il nous faut aussi mener et continuer le travail de conviction. Et puis, il y a les procédures contentieuses fondées sur l'état de droit, qui sont nombreuses, et je veux les rappeler quand on parle d'état de droit, parce que là, il y a une vraie efficacité, une vraie action commune. Ces procédures contentieuses, elles font l'objet de décisions de justice, elles sont assorties d'astreintes financières significatives, 1 million d'euros par jour actuellement contre la Pologne, par exemple, pour ne pas avoir exécuté un arrêt de la Cour de justice, ce qui témoigne d'une vraie détermination de la Commission, en tant que gardienne des traités, et de notre Cour de justice, à ne pas laisser s'installer des atteintes à nos valeurs fondamentales. Donc voilà, il y a nos procédures, elles mettent parfois du temps à vivre, mais il y a déjà des décisions prises et il y a des conséquences. Sur la transition climatique, vous l'avez évoqué en parlant d'unité de nos peuples, je reviendrai sur cette transition évidemment et son importance. Je partage ce point, et ça rejoint d'ailleurs à cet égard une partie des propos du président Jadot qui ont été évoqués tout à l'heure. Il y a différentes mesures d'accompagnement qui sont mises sur la table aujourd'hui.
par les différentes institutions européennes, et je veux les rappeler parce que c'est bien dans cet esprit que nous travaillons. D'abord, il y a le Fonds de transition juste, qui a été créé en 2021 pour accompagner la transition des régions à forte intensité de carbone, avec quand même un budget de 17,5 milliards d'euros sur 2021-2027. Et ensuite, dans le plan de relance européen, une composante, la principale, qui est la facilité pour la relance et la résilience, qui sera consacrée à 37% à la lutte contre le réchauffement climatique avec des vraies mesures d'accompagnement. Il y a ensuite ce que nous avons fait dans chacun de nos pays. La France a utilisé le plan de relance pour plusieurs de ces mesures d'accompagnement. Et il y a la création d'un fonds social pour le climat, qui est une proposition de la Commission pour accompagner les mécanismes. Donc c'est exactement dans cet esprit, je le dis à l'un et l'autre, que les choses avancent et que le travail se fait. Je partage totalement l'esprit de rassemblement que vous avez évoqué. Madame la Présidente García Pérez, sur l'état de droit, vous aviez des questions communes, je viens d'y répondre. Je voudrais juste faire une précision, parce qu'elle a son importance ici comme en France. Il n'y a jamais eu de choix de la France d'un seul coup de faire disparaître le drapeau européen. Vous avez été mal informé, je me dois de rappeler juste les faits et la réalité. Partout où nous avons des cérémonies ou des célébrations, le drapeau européen flotte à côté du drapeau français. Quand je m'exprime d'ailleurs devant nos compatriotes, c'est ce qui se passe. Et le drapeau français ne flotte jamais le 1er janvier de l'année à l'Arc de Triomphe. Jamais. Il n'y a pas de drapeau. Et donc, pour célébrer ce semestre européen, nous avons, à partir du 31 décembre, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres monuments, décidé de faire flotter le drapeau européen seul, à la place de rien. Et le 1er au soir, il a été retiré. Voilà juste. Il y a eu beaucoup de polémiques, parce que d'aucuns n'assument pas cette adhésion, cette volonté, cet esprit européen. Un drapeau se serait substitué à l'autre, je le concède. Un drapeau européen flotte à la place de rien, j'en suis fier. Pour ce qui est de notre action sociale et de cet agenda dont vous avez rappelé l'importance, je veux vraiment vous remercier et vous dire tout mon attachement à l'agenda que nous aurons tous ensemble, qui est extrêmement important. Bon, la directive sur le salaire minimum est là maintenant. Elle a fait le fruit d'un très gros travail et je veux vraiment remercier les États membres qui étaient souvent les plus progressistes et les plus ambitieux en termes sociaux, mais qui avaient une tradition de dialogue social qui les faisait craindre une régulation trop européenne de tous les efforts, et on a ensemble réussi à des clarifications. Et donc la directive sur le salaire minimum poursuit deux grands objectifs: étendre la protection offerte par les conventions collectives en matière de salaire minimum, et lorsqu'un salaire minimum existe déjà dans un État membre, établir des critères relatifs à la fixation du niveau de salaire. Bon. Et donc nous sommes là pleinement dans notre rôle, je crois pouvoir le dire, en tant qu'Union européenne, de respecter les compétences, les spécificités, les responsabilités de chacun dans nos États, mais de créer une convergence sociale par le haut dans le respect de chacun des modèles. Et donc je pense que cette directive-là, qui va pouvoir avancer durant ce semestre, est une étape très importante qui s'inscrit dans l'esprit que vous avez évoqué. Sur les plateformes, vous l'avez évoqué, je crois que la députée vous l'avez aussi évoqué, là-dessus, j'ai toujours partagé la même philosophie. Je ne suis pas pour interdire l'innovation, et je suis pour la laisser faire, mais pour construire les droits qui vont avec ces pratiques nouvelles. C'est exactement ce que nous avons fait. Nous l'avons d'ailleurs fait en France, où des textes sont passés qui ont permis de construire ces régulations, et nous savons le besoin de protection des travailleurs partout en Europe. Et protéger les travailleurs de ces plateformes, ça n'est pas la même chose que vilipender et interdire ces plateformes. Parce qu'interdire ces plateformes, c'est juste détruire les emplois qui vont avec, et qui, me semble, ont une utilité sociale. Permettre de créer ces emplois et les encadrer, pour leur donner des droits, je pense que c'est plus pertinent. Et donc une proposition a été faite par la Commission européenne, et maintenant nous devons y travailler ensemble. Moi, je suis très favorable à ce que nous puissions consolider les droits sociaux pour tous les travailleurs et une convergence sociale vers le haut. C'est d'ailleurs ce à quoi nous nous sommes appliqués au niveau national, comme je le disais. La proposition de décembre de la Commission va maintenant prospérer. Nous allons lancer les discussions sur cette proposition et nous avancerons sur ce sujet avec ambition pour que, justement, nous ayons ce niveau de protection. Vous avez rappelé, et plusieurs, justement, l'ont fait après vous, Madame la Présidente, l'importance aussi de l'agenda égalité femmes-hommes. Vous l'avez fait également dans votre propos. Je vais ici redire combien, justement, ce semestre sera jalonné par plusieurs textes importants. Sur le volet de l'égalité professionnelle, nous nous attacherons à faire progresser les discussions sur la directive relative à un meilleur équilibre femmes-hommes dans les conseils d'administration.
Les conditions sont aujourd'hui levées, en particulier à travers une nouvelle coalition en Allemagne, pour que nous puissions avancer sur ce texte. Et donc je souhaite que nous puissions réaccélérer les choses. En matière d'égalité des rémunérations dans un contexte d'écart persistant entre les femmes et les hommes, la priorité de la présidence sera d'initier les trilogues sur la directive transparence salariale et contribuer ainsi au renforcement de l'application du principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur. Et nous travaillerons aussi sur la proposition à venir de la Commission sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences domestiques. Et nous continuerons de promouvoir la ratification universelle de la Convention d'Istanbul, dont je rappelle l'importance, qui fait, je sais, encore l'objet de plusieurs réticences de la part de plusieurs États membres. Voilà quelques points de clarification que je voulais faire. Ceci me permettant de dire, ça a été évoqué plusieurs fois, que, évidemment, nous faisons tous des discours, donc ce sont des mots. Parce qu'on n'a jusqu'à présent rien trouvé de mieux pour faire des discours, enfin que je fais référence à chaque fois à des actes et à des textes qui sont en train d'arriver et qui sont le fruit du travail commun, et tout ce que je viens d'évoquer pourra avancer durant le semestre. Monsieur le Président Séjourné, merci beaucoup pour vos deux propositions sur l'Europe de la jeunesse. Nous avons fait une proposition de service civique européen. Je pense que, alors que nous sommes à quelques jours de l'anniversaire d'Erasmus, je crois que les choix qui ont été faits collectivement, que vous avez votés, d'augmenter significativement le budget, d'étendre aussi le programme Erasmus aux jeunes apprentis et plus largement, et d'accélérer et de renforcer le financement, va nous permettre de changer complètement de dimension sur ce programme essentiel. Quant au pacte Simone Veil, j'y suis extrêmement favorable. Ce pacte, d'ailleurs, a des conséquences très concrètes, je le dis pour ici être très clair avec chacune et chacun, et donc nous le soutiendrons et essaierons de le faire prospérer au sein du Conseil et de faciliter aussi la signature de à la fois tous les États membres et toutes les institutions concernées. Monsieur le Président Jadot, alors vous avez évoqué plus... Oui, vous parliez, pardon, au titre du Président. Le Président vous a délégué sa parole, donc, pardon, je vous haussais à un rang, mais vous l'étiez de cœur. Vous vous êtes exprimé avec le cœur d'un président de groupe. Et donc, je salue cet engagement. Non, je voulais revenir sur quelques points. Sur la taxonomie, d'abord. C'est un sujet très important. Le choix a été fait d'avoir une taxonomie sur les différentes sources d'énergie. Bon, d'abord, un point de méthode, puisque plusieurs d'entre vous y sont revenus. Moi, je suis surpris qu'on reproche à qui que ce soit, et d'ailleurs plusieurs l'ont fait, de signer des textes sur des sujets, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient énergétiques, avec des pays comme la Pologne et la Hongrie. Enfin, dans ces cas-là, faites arrêter l'Union européenne tout de suite ou excluez-les, c'est pas possible. Nous pouvons avoir un dialogue des désaccords et les assumer, mais enfin, il est tout à fait légitime, y compris dans le cadre de désaccords de principes que nous avons avec certains pays, de continuer à avancer sur le reste de l'agenda. C'est le fonctionnement même de notre Europe. Sinon, vous bloquez l'Europe à chaque instant, parce que demain, vous-même ou un de vos collègues dira quiconque est en désaccord avec vous sur le climat, qui est plus important que tout, ne mérite plus d'être à la table quand on parle d'égalité femmes-hommes ou quand on parle d'état de droit. Ça ne marche pas. Donc, non, mais c'est le fonctionnement même de notre Europe et de sa possibilité d'avancer et de progresser. Alors, ensuite, je vous le dis avec beaucoup de sincérité, la France n'est pas porteuse d'un agenda gazier. Notre histoire, notre mix électrique fait que nous n'en avons pas besoin. Mais je regarde aussi juste la réalité scientifique, puisque vous avez fait appel à elle. Nous n'avons pas aujourd'hui technologiquement la possibilité de substituer des formes de production d'électricité intermittentes à des formes de production non intermittentes. C'est une réalité. Sinon, nous mettons notre capacité de fourniture d'électricité de nos compatriotes en danger. Ce qui veut dire que l'électricité aujourd'hui non intermittente, elle est produite par le charbon, par le gaz, par le nucléaire. Et ensuite, vous avez les énergies renouvelables qu'il faut continuer de développer, et nous devons faire beaucoup plus, qui, le jour où nous aurons des technologies de stockage, pourra s'y substituer, pas aujourd'hui. Tous les scientifiques internationaux ont classé ces sources d'énergie, de production d'électricité non intermittente. Le GIEC même l'a fait. Je vous renvoie à ces travaux, dont le caractère scientifique et indépendant ne peut être ici contesté. La source la plus polluante est le charbon. Beaucoup de nos pays l'ont encore. La deuxième est le gaz. Et donc, pour les pays qui veulent se sortir du charbon, à ce moment-là, utiliser le gaz est pertinent. Ça n'est pas le cas de la France, mais c'est une réalité.
Et nous devons accompagner certains pays européens qui doivent sortir du charbon et qui passeront par le gaz. Et d'autres ont le nucléaire comme la France, et certains autres, pour porter leur stratégie, ont besoin du nucléaire. Et donc, à cet égard, reconnaître le nucléaire comme une source d'énergie bas carbone est simplement une réalité scientifique. C'est pourquoi je considère que le texte de la Commission est un bon texte, parce qu'il est basé sur les éléments scientifiques. J'ajoute à cela que non content de permettre seule à l'Europe de réaliser sa stratégie de transition, parce que sans ce texte, nous ne pourrions pas le faire, eh bien, il est cohérent d'un point de vue de souveraineté, parce qu'il se trouve que l'énergie basée sur le nucléaire, nous la produisons sur notre sol, et que le gaz, nous ne le produisons quasiment plus sur notre sol, nous l'importons. C'est aussi une réalité, et dans un contexte où nous allons continuer d'électrifier nos mobilités, où nous aurons à produire de l'hydrogène, nous aurons, et tout le montre, même en faisant des efforts de réduction de nos consommations traditionnelles, un besoin accru d'électricité, ce qui suppose d'avoir les formes non intermittentes les plus décarbonées possibles pour le produire. Voilà pourquoi je considère que défendre cette taxonomie et le nucléaire est un choix cohérent avec la lutte contre le réchauffement et les dérèglements climatiques. Je vous ai entendu après sur un peu une instruction à charge. Je ne reviendrai pas sur tout. Moi, il faut être très précis sur les sujets. La mobilisation générale, on est tous d'accord. Mais la mobilisation générale, c'est un slogan. Il faut ensuite rentrer dans le détail. J'aurais voulu la mobilisation générale de tous les Européens quand, en 2018, la France a porté un agenda ambitieux sur le glyphosate. Nous avons été peu suivis, y compris par des gouvernements où les forces politiques que vous représentez étaient aux responsabilités. Je me félicite que nous ayons tous adhéré en fin d'année dernière à la neutralité carbone. Nous étions 3 au début, y compris contre des gouvernements où il y avait les forces politiques que vous représentez. Nous étions, je crois, 8 ou 10 à Sibiu, je m'en rappelle encore, et nous avons fini par convaincre tout le monde. La France a été aux avant-postes de cette stratégie. Vous ne pouvez pas le nier parce que vous mentiriez. Et donc, qu'il s'agisse de porter le Green Deal, qu'il s'agisse de porter la neutralité carbone 2050, qu'il s'agisse de porter le combat sur le glyphosate, nous étions là, parfois seuls, parfois quelques-uns, et on nous reprochait d'être même trop isolés. Mais nous avons, à chaque fois, pu progresser dans un esprit qui n'est pas celui, je le dis pour vous et pour Madame la députée Aubry, qui n'est pas le sujet de compromission, mais l'esprit même de ce que vous faites ici, c'est-à-dire de trouver des compromis pour avoir des solutions utiles en européen, parce que nous ne sommes pas seuls. Quand bien même nous sommes très ambitieux. Je veux ici aussi dire combien nous avons été les premiers, contrairement à ce que vous avez dit, à nous élever contre les accords commerciaux. Je veux vous rassurer, la France est le pays qui s'est le plus opposé à la signature de nouveaux accords, et en particulier qui a dénoncé le Mercosur, compte tenu justement du non-respect des accords de Paris par le Brésil. Et nous continuerons de porter cela en faisant 2 choses. La première, c'est de considérer que l'Europe n'a pas à signer de textes avec des puissances qui ne respectent pas les accords de Paris, et nous avons été clairs à chaque fois. La deuxième, c'est en demandant des clauses miroirs à chaque fois. De la même manière, en nous battant pour la taxe carbone aux frontières, c'est un agenda de concret, c'est un agenda pratique. Et au fond, je partage l'ambition que vous avez défendue, mais je pense que nous avons tous à nous retrouver dans aujourd'hui des constructions très concrètes, des propositions qui soient réalistes, à mettre en œuvre. C'est ce que nous avons tâché de faire en France. Je ne vais pas ici vous répondre sur ce sujet, car ça n'en est pas le lieu. Mais de la rénovation des bâtiments thermiques au renouvellement des véhicules, aux centrales, à la fermeture des centrales thermiques, nous avons fait avancer les choses. Et je souhaite, comme vous, qu'on puisse le faire plus vite. Simplement, c'est un changement en acte et au concret que nous avons à faire. C'est la même chose au niveau européen et nous continuerons d'avancer. Sur les accords d'investissement avec la Chine, je vais vous répondre juste sur 2 points parce que c'est un sujet important. Je dirais 3 choses. D'abord, nous les avons signés avec la chancelière Merkel et les institutions en décembre 2020, avec des conditions très claires. En considérant que là aussi, d'abord, l'objectif était de protéger l'ensemble de nos secteurs industriels, les éléments de propriété intellectuelle, plutôt que de rester dans une forme d'anomie. Ensuite, nous avons posé des conditions claires, en particulier les directives de l'Organisation internationale du travail, lesquelles permettent justement à ce moment-là la fin des pratiques que vous évoquiez, de travail forcé, du massacre des Ouïghours, et un contrôle international. Et là-dessus, je dirais, la balle est dans le camp de la Chine.
Et ces discussions maintenant sont en suspens, parce que nous attendons le retour de la Chine, de la même manière que nous mettrons comme condition aussi à la reprise du dialogue les levées des sanctions, en particulier des sanctions à l'égard de plusieurs parlementaires ici présents qui ont pu s'exprimer et qui ont fait l'objet de sanctions de la Chine que nous ne saurions accepter pour réengager évidemment un tel dialogue. Vous avez ensuite évoqué le sujet, et merci de l'avoir fait dans des termes qui rappellent l'humanité qu'il y a derrière chacun de ces sujets quand on parle de migration. Ce sont des femmes et des hommes qui fuient la misère. Je veux ici simplement vous dire que, d'abord, je partage l'émotion que vous avez traduite et exprimée et la gravité de la situation que nous vivons. Je veux aussi vous dire qu'à Calais, la France, depuis, et ce d'ailleurs avant même le début du mandat que les Françaises et les Français m'ont confié, a eu une politique de responsabilité et d'humanité. Parce que nous avons là des femmes et des hommes qui veulent rejoindre les rives britanniques. Ils ne veulent pas demander l'asile en France ou la protection. Nous avons construit des centres durables d'accueil, d'hébergement, dans lesquels on instruit les demandes justement d'asile et on accueille, on nourrit et on permet justement d'accéder aux demandes de celles et ceux qui sont prêts à le faire. Nous sommes confrontés à une situation où chaque semaine, plusieurs centaines de femmes et d'hommes qui ont traversé l'Europe et l'Asie mineure, parfois la Méditerranée et une partie de l'Afrique, ne veulent pas aller dans ces centres d'hébergement qui ont été créés. Alors, nous ne pouvons pas faire comme si cette situation pouvait rester durable, parce qu'il y a aussi les femmes et les hommes qui vivent sur le sol français, qui vivent à Calais, qui sont confrontés à des situations parfois terribles d'insécurité, d'insalubrité. Et donc nos forces de l'ordre font tout ce qu'elles peuvent dans un cadre qu'on a essayé à chaque fois d'améliorer, avec d'ailleurs à chaque fois le contrôle du juge, des sanctions qui ont pu être prises contre la France, mais je veux le dire aussi, un engagement sincère de toutes les forces, qu'il s'agisse des forces de sécurité intérieure, des forces sanitaires et de l'ensemble des associations. Nous ne pourrons pas régler ce sujet, au fond, si la manière de traiter le sujet migratoire du côté britannique ne change pas. Parce qu'aujourd'hui, nos voisins et amis britanniques, premièrement, restent dans une approche de la question migratoire qui est celle du début des années 80, qui consiste à avoir, au fond, une migration illégale économique acceptée. Et donc on peut tout à fait travailler sereinement sans aucun papier parce que c'était un modèle de développement économique. Il n'est plus compatible avec la réalité des flux migratoires que nous vivons. Et la deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment organisé les voies et moyens légaux, stables, sécurisés de demander l'asile en Grande-Bretagne. C'est pour ça que nous sommes confrontés à cette situation. Et donc, c'est par un dialogue exigeant avec les Britanniques que nous pouvons vraiment traiter ce sujet qui est absolument terrible d'un point de vue humanitaire et qui ne mérite pas, sur lequel nous ne pouvons pas accepter qu'il soit l'otage de facilité. Monsieur Bardella, d'abord, je veux vous dire que je ne crois pas que les Françaises et les Français soient tristes. Je veux vous rassurer, si vous êtes triste, j'en suis désolé, je ne crois pas que ce soit le cas des Françaises et des Français. Ensuite, vous avez essentiellement fait tribune, comme d'autres interlocuteurs, et je n'ai pas ici répondu aux sujets plus nationaux. Vous avez fait, au fond, un texte assez franco-français de tous les reproches. Vous avez quand même, je dois le saluer, très méthodiquement dit n'importe quoi sur tous les textes européens que nous pouvions signer. Et je dois dire que l'esprit de méthode avec lequel vous l'avez fait mérite une forme de respect, parce qu'il manifeste une vraie cohérence de votre discours. Mais ce n'est pas en disant méthodiquement n'importe quoi, même si le n'importe quoi se tient, qu'on peut finir à la fin par dire des vérités. Et donc, si, comme vous l'avez dit, nous avions signé un texte qui dessaisissait les États de leur souveraineté en matière migratoire, nous ne serions pas encore en train de discuter autour de la table du Conseil, et à ce moment-là, rendant raison au président du groupe PPE, disant que nous sommes trop lents, nous ne serions pas encore en train de discuter un pacte migratoire. Il serait déjà réglé par ce formidable accord secret. Non. Donc, nous avons, sur ce sujet, toujours des compétences nationales. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons décidé de profondément réengager un travail politique sur Schengen. La Commission a fait des propositions fortes pour permettre l'amélioration du fonctionnement au sein des frontières internes de Schengen. Nous allons permettre et donner plus de force politique à cette instance en souhaitant renforcer nos frontières extérieures, en améliorant les coopérations et surtout en ayant une politique coordonnée
et commune du retour au pays d'origine. Et je pense que si on veut être efficace, je suis en train de dire que le sujet qui est sous-jacent à votre propos n'existe pas. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une pression migratoire. Cette pression migratoire, elle a plusieurs causes profondes, et d'ailleurs nous devons les traiter là aussi avec beaucoup d'ambition et de méthode, ce que nous faisons avec l'Afrique en fait partie, mais nous devons améliorer nos politiques de protection des frontières extérieures, nous devons lutter contre les inefficacités de notre fonctionnement commun qui conduit justement à des politiques absurdes parfois entre États membres, et nous devons améliorer l'efficacité du retour vers les pays d'origine, parce qu'elle est aujourd'hui totalement insuffisante. Je crois que c'est ça un agenda raisonnable en la matière. Sur les autres sujets, j'ai déjà répondu, je crois, en évoquant vos prédécesseurs. Monsieur Legutko, Monsieur le Président, je vous ai, je crois, répondu sur l'état de droit. Vous avez évoqué le premier, l'importance. Je crois que la plupart des autres sujets, je les ai traités, mais vous-même, comme Madame la Présidente Beghin, vous avez évoqué le sujet du pacte de croissance. Je voulais juste d'un mot dire qu'en Européens, nous avons, durant cette crise, eu une politique extrêmement efficace et pragmatique, apprenant d'ailleurs du passé. Nous avons suspendu les règles classiques pour pouvoir agir. Et nous nous sommes dotés, ce qui est unique dans notre histoire, de ce plan de relance qui a permis d'investir massivement en tant qu'Européens. La question va être celle, justement, d'une forme de retour à la normale. Cette normalité ne sera pas celle d'avant la crise. Parce que je pense que nous devons aborder le sujet macroéconomique à la lumière de la construction de notre indépendance européenne, et nous devons également le faire à la lumière des investissements indispensables qui sont les nôtres. L'agenda climatique que nous avons évoqué, ce sont des investissements massifs, les uns nationaux, les autres européens. L'agenda technologique et numérique aussi, l'agenda social et d'accompagnement également, et l'agenda géopolitique suppose des investissements de défense importants. Et je ne suis pas exhaustif. Tout ça montre l'importance d'une nouvelle politique d'investissement. Et c'est le débat que nous devons avoir. J'ai proposé, de manière informelle, que nous ayons une discussion stratégique au mois de mars entre chefs d'État et de gouvernement sur ce sujet, mais il nous faut inventer une nouvelle grammaire qui garde les éléments de convergence budgétaire et de responsabilité, en particulier pour celles et ceux qui partagent monnaie commune. Et à côté de ça, nous devons tous assumer une politique d'ambition et d'investissement, sans quoi nous serions distancés par les puissances américaines ou chinoises qui sont en train de faire ces investissements sur beaucoup de sujets. Si on veut avoir une vraie stratégie spatiale, si on veut avoir une vraie stratégie en termes de semi-conducteurs, en termes d'intelligence artificielle, de quantique, et je ne suis pas exhaustif, nous devons avoir une telle politique d'investissement. Madame la députée, vous avez évoqué les accords de libre-échange, j'y ai répondu tout à l'heure. Après, vous avez dit quelque chose qui est très juste. Vous avez dit, je vous cite, « La présidence française de l'Union européenne ne doit pas être un marchepied électoral ». Et je pense que vous avez tout à fait raison. Donc, à plusieurs ici, vous avez eu raison de ne pas le faire. Et donc, le dernier sujet que vous avez évoqué est, quant à lui, je crois, beaucoup plus important en ce qu'il touche des vies, c'est le sujet des vaccins. Sur le sujet des vaccins, je veux d'abord défendre notre Europe, nous tous et la Commission. D'abord parce que nous sommes le seul espace au monde qui a acheté et très rapidement produit plus de 2 milliards de doses aujourd'hui, et qui n'a jamais mis d'interdiction à l'export. Et donc nous avons produit près de 2,5 milliards de doses, nous avons exporté la moitié. Il n'y a aucun autre espace qui a fait ça. Les États-Unis d'Amérique, pendant des mois et des mois au pic de la crise, ont interdit les exportations, y compris de composants, y compris vis-à-vis d'États émergents en développement, qui du coup n'ont pas pu produire pour eux-mêmes ou d'autres. C'est une réalité. Et donc, nous devons aussi être lucides. On sait dire ensemble quand les choses n'avancent pas, quand l'Europe est un modèle fort, responsable et à la hauteur de ses valeurs, il faut le dire. Donc, nous avons toujours exporté 50%. Nous avons, dès le début, initié l'initiative de solidarité. C'est une initiative de l'Europe et de l'Afrique, qui est l'initiative dite ACT-A, qui a conduit justement à ce dialogue vaccinal et à cette politique de solidarité.
dès le mois d'avril 2020. J'étais moi-même d'ailleurs dans une réunion du bureau de l'Union africaine à l'époque, et nous avons ensuite convaincu les membres du G20 et su avancer. Sur ce sujet, la priorité, à court terme, a été le don de doses. Là-dessus, nous tiendrons nos engagements. Je les évoquais tout à l'heure en juin. Nous avons déjà livré 120 millions de doses à date, là où la Chine, par exemple, en a livré 16 millions. Il faut aussi rappeler ces vérités, parce qu'il y a une concurrence géopolitique, il ne faut pas se laisser, en quelque sorte, mettre en situation de minorité. Et nous avons cet objectif de 700 au mois de juin. Le deuxième élément, c'est qu'on a ensuite dit, nous devons avoir un agenda, et on l'a eu tout de suite, d'aide à la production des vaccins sur le continent africain. Mais je le dis aussi ici avec beaucoup de lucidité, la vaccination d'aujourd'hui ne se fait pas avec la production qu'on commence. Il faut être très honnête avec nous-mêmes. Commencer à produire des capacités sur le sol africain, c'est créer des capacités dans 18-24 mois. Ce n'est pas permettre des politiques de vaccination aujourd'hui. Donc, la priorité des priorités pour un vaccin que nous avons depuis un an, ça a été de donner les doses, de les livrer et surtout qu'elles arrivent à bon port et qu'on organise les campagnes. On doit continuer de faire mieux, et là, je veux apporter deux compléments. Un, nous devons continuer d'améliorer le travail avec l'UNICEF, parce que sur le terrain, on a vu certaines politiques qui ont échoué du fait de la désorganisation, et donc c'est vraiment un sujet très concret et matériel, il ne faut pas le lâcher. La deuxième chose, c'est que nous ne devons pas pour autant oublier notre soutien au système de santé primaire. Quand des pays africains n'ont plus le financement pour avoir un système de santé primaire, il est très dur d'organiser des campagnes de vaccination. Et parfois, nous-mêmes, par nos choix des décennies passées, de baisse de l'aide publique au développement, de l'investissement solidaire bilatéral en matière de santé, on avait laissé des systèmes de santé se désagréger. Et donc, il ne faut pas que la politique de vaccination fasse oublier ce levier essentiel. Deuxième point, oui, il faut développer à marche forcée des capacités. Pourquoi? Je dis ici, il y a un chiffre simple. L'Afrique, c'est 20% des besoins de vaccins dans le monde, c'est 2% des vaccins produits. Et donc, à chaque fois qu'il y aura une crise pandémique, soit une nouvelle vague, soit d'autres crises qui viendront, il y aura à chaque fois une pression, parce que les égoïsmes nationaux ou régionaux reviendront. Et donc, nous devons avoir un agenda, en effet, de production de vaccins sur le continent africain et dans tous les pays les plus pauvres et les pays émergents. C'est ce que nous avons là aussi lancé en européen, les premiers. J'étais moi-même au printemps dernier au Rwanda, en Afrique du Sud, sur ce sujet, on a lancé les premières plateformes. Et là, il y a un débat qui est né sur la propriété intellectuelle et, justement, le brevet libre. Sur ce sujet, je vais vous dire les choses avec, là aussi, beaucoup de transparence. La France, elle a été pour, elle s'exprimait pour sur le sujet, mais c'est facile pour la France d'être pour parce que nous n'avons aujourd'hui pas de brevet, parce qu'il se trouve que les industriels français n'ont pas trouvé de vaccin. Pardon d'être aussi direct avec vous, mais donc, je ne vais pas être cynique en tant que président de la nation française. Je pourrais vous faire plaisir aujourd'hui, me draper dans ma dignité et mettre en porte-à-faux certains de nos voisins qui nous ont quand même aidés à nous vacciner et qui ont des industriels qui ont une propriété intellectuelle. Bon. Est-ce qu'il faut déchirer la propriété intellectuelle? Non. Pourquoi? Parce que c'est la juste rémunération d'une innovation. Parce que derrière, ce sont des femmes et des hommes qui cherchent. Il est normal que quand ils trouvent, justement, elles soient rémunérées. Ce que nous devons faire, c'est faire en sorte que jamais la propriété intellectuelle, et donc les brevets, ne soit un frein à la création de ces capacités. Jamais. Aujourd'hui, je vous le dis en toute sincérité, je vais vous dire ce que j'en pense et quelles propositions on va faire en européen, mais ça n'est pas un débat efficace. Parce que la réalité, c'est qu'il faut d'abord faire le transfert de technologie et créer ces capacités. Quand bien même ce débat se poserait en France, nous n'avons pas aujourd'hui des capacités de production et de fabrique de substances en France d'ARN messager, et nous ne sommes pas bloqués par un problème de propriété intellectuelle. Notre seul sujet, c'est d'aller plus vite sur le transfert de technologie. C'est vrai aussi du continent africain. Donc, soyons justes, là aussi, ces débats sont importants et méritent, parce que ce sont des débats politiques au sens noble du terme, mais il ne faut pas que nous nous égarions en termes très pratiques, parce que nous devons avancer pour aider l'Afrique. Et donc la priorité, c'est de financer des structures qui produisent des vaccins, c'est de créer des partenariats et c'est de permettre ce transfert de technologie. Et c'est là où les Européens, avec l'Organisation mondiale de la santé et en mettant la pression sur l'ensemble des grandes industries pharmaceutiques, doivent être plus pressantes pour accélérer ces transferts technologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Que celles et ceux qui ont le savoir
délègue des équipes pour qu'on aide à produire ces capacités en Afrique. Donc là-dessus, l'Europe est le continent de loin le plus avancé. La Commission européenne, à plusieurs reprises, s'est rendue sur le sol africain pour développer ces capacités, du Sénégal au Rwanda, au Kenya, l'Afrique du Sud, etc. On va poursuivre. La proposition que j'espère nous arriverons à faire en Européens et qui, si nous arrivons à progresser dans les prochaines semaines, aurait beaucoup de sens à faire en Européens et en Africains, dans le cadre du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne, c'est la licence globale. C'est de permettre de manière très concrète, et c'est ce que propose la directrice générale de l'OMC avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, c'est de faire en sorte que, justement, à chaque fois qu'on crée ces capacités, eh bien, on lève toutes les contraintes en termes de capacité, de propriété intellectuelle, de transfert de technologie, pour permettre, de manière, je dirais, immédiate et sans coût, de développer ces capacités en Afrique. Et donc, ce à quoi nous allons œuvrer d'ici à la fin du mois de février, c'est de pouvoir porter dans le sommet Union africaine-Union européenne une proposition commune de licence globale pour les vaccins Covid, et je l'espère plus largement, et pouvoir défendre cet agenda. Je crois, Madame la Présidente, que j'ai répondu, ce faisant, aux questions que vous aviez posées, puisque vous m'aviez réinterrogé sur le modèle de croissance, sur nos valeurs, et je crois avoir été à peu près exhaustif dans les interpellations, au-delà des sujets plus politiques et nationaux. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour votre